Nombreux sont ceux qui demandent, est-ce la fin de ce monde? Je dis sans doute que non, mais un jour tout finira. Si déjà la fleur se fane et que l'herbe se dessèche, que dire alors de ce monde? Ce monde est passé d'avance. Tu nous as fait pour toi. Tu nous as fait pour toi. Ben Moubamba. Nous sommes le 25 janvier 2025. 25, 2 plus 5 égale 7. 2025, 25 égale 7. Je ne suis pas un fanat de la numérologie, cependant, je viens méditer aujourd'hui en tant que philosophe bantou sur le concept d'âge d'or. C'est une mini-conférence d'une heure à peu près qui s'adresse d'abord à l'élite et puis c'est un témoignage pour l'histoire puisque ce qui est gravé sur les réseaux sociaux dans le principe reste gravé pour l'immortalité. Si jamais le monde est éternel. Donald Trump, le nouveau président américain, dit que l'âge d'or commence avec l'inauguration de sa présidence. S'il parle de l'Amérique, je crois qu'il faut entendre ce concept que je vais vous expliquer, le concept d'âge d'or, et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant en tant que Gabonais dans un pays où on manque d'une véritable élite, où les vrais sages se sont tus, les tam-tams se sont tus pour laisser la place à des gens qui n'ont rien à dire, qui sont incapables d'imaginer le passé, le présent et le futur. Alors nous croyons que le bonheur, c'est le matérialisme pur et dur. C'est parce qu'on va manger beaucoup, qu'on va copuler, qu'on va rouler dans des grosses voitures, qu'on va avoir des maisons et des gros comptes en banque. Voilà la seule perspective qu'on nous présente comme étant l'idée même du bonheur. Le matérialisme, c'est bien, mais ce n'est pas ça le bonheur. En cet instant précis, j'ai souvenir d'une parole très extraordinaire du philosophe Friedrich Nietzsche. Moi, je suis un philosophe ouvert à toutes les pensées, toutes les doctrines, parce que dans chaque vie, il y a une source. Comme dans chaque désert, il y a une source. Il faut trouver la source. Nietzsche a dit, seuls les peuples qui ont la plus longue mémoire ont une chance de survivre à la fin du monde. Il y a déjà eu plusieurs fins du monde. On sait à peu près qu'il y a eu une fin du monde il y a 12 000 ans. Et que les humains que nous sommes n'ont pas toujours existé. Mais ça, on le découvrira de plus en plus. On sait, selon les écrits du Moyen-Orient, dont la Bible, qu'il y a eu un déluge, Noé et tout, l'arche, bon, tout ça on sait. Et ça a recommencé. On sait qu'il y a eu les empires babyloniens, les Grecs, les Romains, et les Romains se sont éteints au 5e siècle. Ils ont été remplacés par les Européens qui, après avoir plongé dans l'obscurantisme à travers la reprise de l'Empire romain par l'Église catholique, qui sont tombés par les inquisitions et les intolérances, sont tombés dans 1000 ans d'obscurantisme. Et après la Renaissance, autour du 15e siècle,
à travers les aventures coloniales, les conquistadors qui sont allés détruire, tuer, coloniser, évangéliser le monde. Il y a eu un redémarrage et nous sommes à la fin du monde qui a commencé au XVe siècle. Et je peux vous dire que le premier Bantou qui se promenait sur la plage de l'estuaire du Como et qui a vu apparaître les vaisseaux des conquistadors, des Portugais, les Vasco de Gama ou d'autres Portugais, ou qui a vu après, au XIXe siècle, arriver le lieutenant de vaisseau Bouët-Villomès français, ceux-là, nos ancêtres, ils ont vu arriver la fin de leur monde pour entrer dans le monde occidental, le monde des conquistadors, qui maintenant est en train d'arriver à la fin. Et je vais vous expliquer comment il faut comprendre la théorie de l'âge d'or de Donald Trump, qui n'est pas un savant, mais d'où a-t-il sorti ce concept et en quoi ça nous concerne? Laissez-moi vous parler de la fin du monde, ou la fin d'un monde. Et si nous croyons que c'est en allant aux élections que nous nous inscrivons dans ce grand mouvement historique du changement, des choses qui sont en train de changer selon ce qu'on appelle la loi de Murphy, les choses qui doivent arriver finissent par arriver. Si nous pensons que c'est en entrant dans la comédie des élections présidentielles au Gabon, soi-disant d'avril 2025, que nous allons nous en sortir, eh bien nous nous trompons. On n'a pas besoin d'aller aux élections, on a besoin de faire une révolution culturelle, pour nous réadapter à un monde qui est en train de changer. Sinon nous allons disparaître, nous allons mourir. Je préfère être honnête avec les Gabonaises et les Gabonais et les Bantous en général. Vous voyez, le monde bantou est encerclé aujourd'hui. À l'est de la zone bantou, à l'est du Congo, nous avons des attaques récurrentes de ce qu'on appelle les néo-kamites, les Rwandais, les Tutsis. Ils agissent sur ordre des Occidentaux. Pendant ce temps, les Congolais bantous, ils ne pensent qu'à danser et à aller dans les églises. Je n'ai rien contre, je suis moi-même converti, on va dire, né de nouveau dans le Christ, tout en étant ouvert au monde entier. Les oreilles ouvertes comme les pharaons. La zone bantou est encerclée à l'est, elle est encerclée au nord avec les attaques terroristes. Elle est encerclée au sud. Pendant ce temps, nous sommes dans la distraction parce que nous ne voulons pas nous rendre compte que le monde est en train de finir, le monde occidental est en train de finir et on veut renouveler à travers les universalistes, les globalistes, les mondialistes, ceux qui pensent qu'il faut toujours un patron, un empereur en haut pour diriger tout le monde en bas et ils s'accrochent et ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à tuer ceux qui veulent passer d'un monde à l'autre. Les Gabonais ne sont pas prêts pour les défis du moment parce qu'ils n'ont pas l'élite nécessaire pour leur expliquer quels sont les enjeux du débat, parce que nous sommes managés par la misère. Lorsque vous maintenez les gens dans la misère, lorsque les esprits ne sont pas ouverts, quand pour les gens, et ça c'est criminel, c'est un génocide passif, quand pour les gens qui se réveillent, la seule préoccupation c'est comme un animal manger et survivre plus d'une journée, c'est ce qu'on appelle management par la misère. Vous en faites des esclaves à perpétuité qui sont obligés de faire semblant de défiler, qui font semblant de vous soutenir, même de faire de la grève de la faim pour vous parce que vous les avez anéantis, vous les avez déjà tués, ils sont morts, ils agissent comme des zombies. Ils veulent juste survivre plus d'une journée. C'est pour cela qu'il faut une révolution au Gabon et une révolution en zone bantou. Les révolutions bantoues doivent se passer comme les révolutions arabes du début des années 2010. Il faut que ça prenne partout et que les bantous se réveillent. Sinon, nous allons tous mourir. L'âge d'or, est-ce la fin de ce monde ou le retour d'un âge d'or? Allons-nous vers la fin du monde ancien, c'est-à-dire vers un réveil global et universel, vers un monde nouveau,
malgré les douleurs de l'enfantement, les guerres, le terrorisme, la pauvreté, la misère, vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose. En général, on l'a vu dans l'Empire romain et ailleurs, ceux qui vivent la fin du monde ne s'en aperçoivent qu'après coup. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu la fin du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains ont survécu. L'une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup de fin du monde aujourd'hui, c'est parce que, avec le progrès scientifique, c'est facile de prédire la fin du monde. On sait quand ça va se terminer. On le sait à travers des outils. On sait que la fin du monde, quand on en parle, c'est pas réservé aux gens loufoques, aux gens fous, aux gens qui racontent n'importe quoi. La fin du monde, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça qu'on a fait la COP 21 à Paris, on a fait les accords climatiques, c'est pour ça qu'on tire les sonnettes d'alarme sur l'extinction des animaux, de la végétation. Quand on aura coupé tous les arbres du Gabon, on sait que le réchauffement climatique va s'accélérer. On sait aussi que ce sera catastrophe sur catastrophe. Donc, quand on parle de fin du monde, c'est comme si on était un villageois gabonais qui observe ces petits poissons qu'on appelle des loulous, maloulous. Ce sont des petits poissons qui, à la saison sèche, donc à la période de la fin du monde, la fin de leur monde, vont pondre, maloulous, ils vont pondre des œufs en haut de la rivière. Et pendant la saison sèche, des petits poissons, la prochaine génération, qu'il ne faut pas tuer, ces générations futures, il faut les garder, il faut les entretenir dans la galère, dans les petites marigots, des petites flaques d'eau. Et là, on attend la saison des pluies, lorsque l'eau monte, la prochaine génération, des idées, descend en bas de la rivière, vers l'océan, vers la mer. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en tant que philosophe, je suis d'accord avec l'allemand Heidegger, Martin Heidegger, grand philosophe que j'aime beaucoup, que j'ai étudié à Bordeaux, sud-ouest de la France. Heidegger disait « Il faut revenir vers les anciens, vers la sagesse. Il faut essayer de comprendre les doctrines spirituelles, notamment orientales, comme j'ai vu en Inde et ailleurs. Il faut comprendre les mondes enchantés que nous avons perdus, parce qu'il y a dans les anciennes doctrines des enseignements que les occidentaux modernes et matérialistes ont perdus. Il y a là-dedans un secret dont nous avons besoin à la fin du monde, parce que le monde se cherche. Les tam-tams ne se sont pas tués qu'au Gabon. Philippe Maury n'a pas prophétisé dans son film que pour le Gabon, il a prophétisé pour le monde. Et c'est un désastre, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, c'est un désastre pour l'humanité, notamment africaine, bantoue, gabonaise, de perdre la mémoire des vraies choses. Nietzsche disait, seuls les peuples qui ont une longue mémoire ont une chance, ont vraiment une chance de s'en sortir. C'est un désastre pour le Gabon, pour l'humanité, de perdre la mémoire des vraies choses, tellement nous sommes dominés par la technologie occidentale, les réseaux sociaux et très bientôt par l'intelligence artificielle. Le combat des futures générations, même au Gabon, est un combat pour la réhabilitation et la réactivation des sagesses ancestrales et de toute l'humanité. On doit absolument réaliser à quoi a conduit la perte des sagesses anciennes, à quoi a conduit l'éloignement de l'Occident dominateur du monde, à quoi a conduit cet éloignement de la spiritualité. Là, je ne parle pas des religions, parce que les religions sont des systèmes de pouvoir théologico-politiques. Mais la spiritualité concerne ce que nous recevons dans notre âme.
dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre imagination, dans nos idées. Cet éloignement de l'Occident qui est en train de finir est de toutes les façons la source et le symptôme de l'effondrement prochain de la civilisation occidentale au profit peut-être, et là on revient à Donald Trump, il ne s'agit pas de l'âge d'or de l'Amérique à mon avis, parce que l'Amérique fait partie de l'Occident, l'Occident qui n'est plus le modèle du futur, mais qui peut se réinventer si nous l'aidons. Il ne s'agit pas de combattre l'Occident, mais de l'aider à comprendre que l'effondrement prochain de la civilisation occidentale, au profit peut-être d'un réveil global de tous les peuples, est un avantage et non un inconvénient. Et c'est ici que nous pouvons observer que le monde qui domine tous les autres mondes depuis 5 siècles, je vous l'ai dit en introduction, ce monde occidental est en crise. Alors il y a la crise économique, avec des crises financières, crises de tout genre. Dans ce domaine, il y a les crises politiques. On le voit en France, on le voit en Europe. Une France sans stabilité. L'Europe qui veut reconstruire l'Empire romain, mais en utilisant des méthodes contraires à ses valeurs. Il y a des crises militaires, Moyen-Orient, en Afrique, même si on n'en parle pas beaucoup, en Ukraine, en Iran, la Russie, et peut-être demain au Groenland, ou même à Panama et ailleurs, avec des suites nucléaires, quand on voit la rivalité à Taïwan entre les Chinois et les Américains. Vous avez vu les épidémies mondiales. On parle de crise environnementale avec des désastres écologiques dont se rend coupable l'Occident avec l'hyper-industrialisation, on le voit au Gabon. Cette tentation de détruire toute la couleur verte qui est toutes les forêts primaires pour satisfaire la consommation non seulement de l'Occident, mais de la Chine et des autres géants. On a des crises dans l'éducation. Il n'y a plus d'éducation au Gabon, crise de la famille, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'enfants qui grandissent vraiment dans la sécurité familiale. Crise des valeurs, crise des principes. Je vous l'ai dit, il ne manque que les crises sanitaires pour compléter ce tableau apocalyptique. Ce qui caractérise, deuxièmement, la modernité des colons, des conquistadors, c'est la multiplication et l'intensification des crises, l'utilisation de la force. Ça participe d'une seule et même crise globale qui est la crise de la modernité. Et ce n'est pas un pouvoir militarisé qui va nous aider à en sortir tout simplement en critiquant la France-Afrique, les Français pour les uns, ou en se comportant comme des esclaves à perpétuité, comme c'est le cas au Gabon, où on attend des élections présidentielles pour pouvoir faire comme le maréchal Déby au Tchad, de dribbler peut-être le colon. En tout cas, la crise de la modernité est avant tout, nous qui cherchons en tant que Bantous le bonheur uniquement matériel, le bonheur technique, sachez que la crise de la modernité chez les Blancs, je n'ai pas peur de le dire, chez les Occidentaux et demain chez les Asiatiques hyper développés, comme le Japon ou la Chine, la Corée du Sud, Singapour, la crise de la modernité est une crise de la technique, au nom de laquelle tous les dérapages ont été autorisés. Donc il faut préciser que quand on parle de crise, on parle de deux choses pour comprendre les données du débat d'aujourd'hui. On évoque premièrement, en parlant de crise, d'un moment critique. Une crise est un moment critique, un moment chaud. Et
c'est la même racine que catastrophe. Catastrophe, que dérèglement, que bouleversement, voire d'effondrement, et on le sait au Gabon. Et on voit bien que la dette est un critère d'effondrement d'un État, parce qu'on ne sait même pas pourquoi on s'endette, comment on s'endette et dans quel but. En tout cas, quand on parle de crise ou de point critique, on parle de point chaud, d'un compte à rebours avant la chute. Donc, dans tous les cas, on parle aussi, quand on parle de crise, on parle de refondation, on parle de réforme radicale, on parle de transition, vraie transition, pas les bêtises du Gabon ou de certains pays. Autrement dit, une crise, ce n'est pas que du négatif. Une crise, c'est du négatif qui débouche sur du positif. Alors vous allez me dire, ouais, bon, on parle toujours, mon bamba, c'est bien gentil, mais bon, rien n'est totalement négatif dans la vie. Il y a du négatif dans du positif et du positif dans le négatif. Oui, forcément, c'est sûr que si tout s'effondre, si le Gabon s'effondre, si le monde s'effondre, si la civilisation s'effondre, si les États-Unis s'effondrent, l'Europe, et ainsi de suite, c'est qu'ensuite, on dit que ça ne pourra que repartir. Quand tout va mal, ça ne peut qu'aller mieux. Mais je pense que c'est trop facile de penser comme ça. Mais qu'est-ce qu'on veut dire au-delà des mots quand on parle de crise comme effondrement? Le Gabon est en crise. Il est au bord de l'effondrement. Le monde aussi. Même les États-Unis, hein, même les Amériques. En fait, ça veut dire que la crise, quand on parle de crise et de moments critiques, ça veut dire que la crise est en phase, que la crise c'est aussi une phase transitionnelle. Une transition, c'est-à-dire une montée et même une remontada. C'est pas une remontada au sens de la vengeance. Une crise, ça implique le passage d'un état à un autre, si on veut être un peu positif. Dans le langage courant, pour ceux qui ont des enfants, hein, là où il y a encore un peu de famille, on parle par exemple de crise d'adolescence. Ceux qui ont des enfants, ils le savent. Le moment où votre enfant commence à changer physiquement, psychologiquement. Lorsque on est en mutation, c'est une transition, c'est une transformation. On parle aussi de crise de la quarantaine pour les femmes, des monts de midi, la cinquantaine pour les hommes. En général, là, la crise, c'est le moment où on a l'impression que notre vie stagne, que c'est la faute à on ne sait pas qui, et on a envie de tout envoyer balader. On a envie de revivre encore une fois le frisson de la jeunesse pour entrer plus pleinement dans l'âge de la maturité, le glissement vers la vieillesse avant de s'endormir dans le silence de la mort. C'est dans la quarantaine ou la cinquantaine qu'on se sépare des uns pour tenter de recommencer avec d'autres. Oui, les crises sont utiles, comme les crises d'adolescence, je l'ai dit. Le corps change. On s'oppose à tout, et surtout aux repères familiaux. On s'oppose à toutes les figures d'autorité. Les crises sont non seulement utiles, mais elles sont nécessaires. Nécessaires au sens d'inévitable, au sens de non contournable, d'incontournable. Donc la crise que traverse un pays comme le Gabon, la zone Bantou, c'est pas que du négatif, c'est du positif. C'est la crise, par exemple, que l'Occident technologique, c'est la crise que les conquistadors, les colons, traversent en compagnie des mondes colonisés d'une manière ou d'une autre et qui se manifeste par une série de crises dans tous les domaines de l'existence, politique, économique, intellectuelle, morale, spirituelle, culturelle, individuelle, scientifique, éducationnelle. C'est cette crise que des groupes comme les globalistes, les mondialistes de Davos, les vaccinateurs, les Bill Gates,
voudrait empêcher sans en tirer les leçons en faisant des réductions de population, des vaccinations en veux-tu en voilà, l'explosion de l'intelligence artificielle sans pour autant qu'on y réfléchisse à 2 fois avant de lancer les choses n'importe comment. Ce sont des choses qu'on ne peut pas empêcher, c'est la loi de Murphy. Les choses qui doivent arriver finissent par arriver. La crise a un caractère de nécessité. La crise, on ne l'évite pas. La crise, on n'y échappe pas. On ne peut que surmonter la crise et je ne vois pas comment les Bantous en général et les Gabonais font pour surmonter la crise, si ce n'est en multipliant les dettes, en multipliant les agitations, en multipliant l'excitation, les délires. Le monde est en train de s'effondrer, on danse. Le monde est en train de s'effondrer, on chante. Le monde est en train de s'effondrer, on ne se bat pas, notamment dans le domaine de l'esprit. On continue de vouloir rester comme avant. Alors vous avez compris, moi je ne suis pas dans une forme d'optimisme béat, des mondes de bisounours, la maison du bonheur, la mairie du bonheur, où on croit qu'il suffit de danser, de s'agiter, de s'exciter. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Et c'est pourquoi je voudrais vous parler de quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre. Il s'agit de comprendre que la métaphysique, c'est-à-dire la pensée, c'est quelque chose vers laquelle nous devons revenir au lieu d'être juste dans la consommation, dans les sens, manger, bouffer, copuler, sentir les odeurs, les 5 sens. On oublie la pensée. La pensée. Et c'est ici que je voudrais vous dire une chose. En réalité, le monde n'a jamais commencé. Le monde n'a jamais commencé, contrairement à ce qu'on croit. Même si ça nous choque, c'est une réalité qu'il faut intégrer. Et c'est ça la révolution métaphysique que j'appelle de tous mes voeux. Il n'y a pas qu'une révolution, j'appelle 3 niveaux de révolution. Il y a la révolution mystique, rompre avec l'occultisme. Il y a la révolution politique, arrêter le désordre et se donner des normes. Et la révolution métaphysique, c'est-à-dire de la pensée, de la sagesse, que dans nos mondes, on ne soit pas que des agités, le bruit du matin au soir, mais des voyageurs capables non seulement de voyager dans le temps, dans la mémoire de notre histoire, mais des voyageurs capables aussi de voyager à l'intérieur de soi-même. Pas à l'intérieur de ses organes sexuels uniquement, de ses fesses, mais à l'intérieur de ton âme, de son âme. Ce que vous devez savoir, c'est que notre pensée bantoue ne doit pas être qu'une pensée tournée au plan de la métaphysique que vers la sorcellerie, vers la consommation des hallucinogènes, des produits psychédéliques, on appelle ça, qui activent des zones de notre cerveau et qui procurent en nous des ouvertures, bien sûr, de la mémoire, mais sans pour autant qu'on ait des constructions mentales qui nous permettent de comprendre vers où nous devons aller. Il y a une métaphysique très ancienne que nous devons retrouver non seulement en tant que Bantou, mais en tant qu'être humain. De toute manière, Bantou, ça veut dire être humain. C'est la révolution métaphysique, c'est-à-dire intellectuelle, qui consiste à comprendre et à faire comprendre aux petits-enfants, aux jeunes, aux adultes et aux vieux
que le monde n'a jamais commencé parce qu'il tourne comme une roue. Ça, j'ai découvert ça en Inde. L'humanité hérite d'une métaphysique que les Occidentaux, qui nous conduisent sûrement et lentement vers la fin du monde, l'humanité doit hériter d'une métaphysique, c'est-à-dire d'une pensée que les Occidentaux ont effacée. Cette métaphysique, cette pensée, c'est la pensée ou la métaphysique des cycles cosmiques qui tournent en rond de génération en génération. Ah oui, je le dis avec Aristote. Éternité du monde. Le monde n'a jamais commencé. Le monde tourne comme les saisons. Et ça, on peut le constater. Comme une journée de 24 heures en 24 heures, comme une année. C'est bien ça la métaphysique des anciens, qu'ils soient égyptiens, orientaux, ou d'ailleurs en Afrique ou en Amérique du Sud. Et c'est cette métaphysique que les conquistadors ont détruite dans le monde entier pour la remplacer par une pensée intellectuelle basée sur la guerre contre l'éternelle boucle du temps qu'on appelle aussi l'éternel retour dans la philosophie de Nietzsche. Quand tout commence, tout demeure, mes chers amis. Quand tout devient, tout revient au point de départ, au cœur de la matrice originelle. D'où la métaphysique des cycles cosmiques. Alors, qu'est-ce que ça veut donc dire la métaphysique des cycles cosmiques, la pensée des cycles cosmiques? Ce n'est pas du délire, croyez-moi. Ce n'est pas de l'intellectualisme. Ce n'est pas de la croyance. Ce n'est pas des choses bizarres réservées aux initiés ou on ne sait à qui. On doit s'intéresser à ces questions depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse pour permettre aux âmes des gens d'échapper comme des oiseaux aux filets et aux pièges tendus par les oiseleurs, par les chasseurs d'esclaves mal intentionnés, ainsi qu'il est écrit dans le psaume 124 de la Bible. On ne peut pas se refaire. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Donc à notre époque, on étudie les cycles cosmiques d'un point de vue scientifique. Ça, il n'y a pas besoin de venir demander aux Bantous ce que c'est. Aller dans les universités, dans les cours, on étudie les cycles cosmiques. D'un point de vue astronomique, nous savons par exemple qu'il existe des cycles astronomiques réguliers. Il existe des saisons. Il y a la révolution des planètes pour ceux qui s'intéressent à l'espace. Il n'y a pas besoin d'être Elon Musk pour s'intéresser à l'espace ou d'être blanc. Donc on sait qu'il y a une révolution des planètes autour de leurs axes. Il y a la rotation des galaxies, c'est constatable pour ceux qui font un peu d'études. Il y a la procession des équinoxes. Bref, l'univers obéit à des cycles et tout s'inscrit dans l'écoulement du temps qui passe et repasse. Ce n'est pas l'être humain qui a inventé l'année, ce n'est pas l'être humain qui a inventé les saisons. Un an, c'est un temps que met la Terre à faire un tour complet autour du Soleil, d'où le lien étymologique entre l'anneau et l'année. C'est l'idée de cercle. On voit bien que l'univers obéit au cercle. La doctrine métaphysique de la tradition et des anciens, c'est que l'humanité aussi obéit toujours à un cycle. Et c'est ça, l'âge d'or, c'est ça, la fin du monde. Donc, actuellement, surtout depuis le 20 janvier 2025, avec l'inauguration de la présidence de Donald Trump, se matérialise devant nous la fin d'un cycle, c'est-à-dire la fin du monde ancien qui a commencé d'abord au 5e siècle. Il y a eu la Renaissance en Europe, et puis il y a eu tout ce qu'on a vécu ces dernières années. La fin du monde dont moi je vous parle, c'est la fin d'un cycle cosmique dont nous sommes partie prenante, en tant que Gabonais, en tant que Bantous, auquel succédera un nouveau cycle, et ainsi de suite, indéfiniment. Le monde n'a jamais commencé, il tourne, comme les saisons.
vous voyez que contrairement à ce que pensent les suprémacistes universalistes, blancs, catholiques, tout, chinois, j'en sais rien, ou bien tribalistes noirs, contrairement à ce que croient les suprémacistes, et contrairement à l'époque actuelle qui croit que l'intelligence artificielle va sauver le monde occidental, nous sommes finalement peu de choses. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui avons inventé la cyclicité du temps. C'est comme la montre, on commence à 6 heures du matin, ça monte jusqu'à midi, ça passe à 15 heures, 17 heures, 18 heures, et c'est la fin du monde, et ça recommence. Et ça recommence. Contrairement à ce que pensent les nouveaux conquistadors de l'infiniment grand, l'infiniment petit, parce que l'humain moderne, c'est un colon totalement agressif, au moyen de la science, la technologie, agressif contre la nature. C'est là qu'on voit l'égocentrisme et la haute conception de soi-même qu'on a aujourd'hui et qui explique la crise. C'est ça, l'égocentrisme, l'orgueil, le côté agressif et violeur de la nature, le péché de l'humain moderne. On doit sortir de ça, c'est d'avoir oublié que notre existence s'inscrit dans un cycle et dans un devenir infiniment supérieur à nous-mêmes, le devenir universel. Et ce devenir universel s'impose à nous définitivement. L'erreur de tous ces conquistadors noirs, jaunes ou blancs, modernes en tout cas, c'est d'avoir cru qu'ils étaient capables de dompter l'univers par l'agressivité permanente contre la nature, par le fer, par le feu, y compris par des armes nucléaires, et la guerre permanente imposée à tous. Or, pour le monde des conquistadors, le monde des gens du Nord, qu'on appelle parfois le Saint-Empire germanique et romain, l'Empire catholique, l'Empire européen, l'Empire américain, chinois, tout ce qu'on veut, russe. Pour le monde du Nord, en tout cas, je pense souvent à cette phrase de Descartes qui illustre parfaitement le projet des inquisiteurs modernes avec leur technologie agressive, devenir les seuls maîtres et les seuls possesseurs de la nature, même au prix de la torture. Il n'y a pas besoin d'être français pour torturer les gens, n'est-ce pas? Oligui Nguema du Gabon, pas besoin d'être Ceausescu pour exécuter les jeunes bandits sans leur donner du travail, on l'a vu récemment en République démocratique du Congo. Autrement dit, faire de la nature, et nature en grec, ça veut dire physis, c'est-à-dire physique. Faire de la nature leur propriété, leur pute, leur esclave des champs, leur esclave des maisons. Voilà le projet qui a échoué maintenant. C'est pour ça qu'on parle de âge d'or, c'est-à-dire on remet en question cette façon de voir les choses pour recommencer. Est-ce que par exemple au Gabon, nous sommes obligés de polluer les rivières, de couper les arbres, de détruire la nature, de tuer les animaux, de ne rien respecter autour de nous, juste parce qu'on est humain? Juste parce qu'on a hérité de l'humanisme occidental comme des bons indigènes, des bons aborigènes, des colonisés qui rejettent le bantouisme ou une certaine idée de respect du genre humain et de l'univers, de respect de la sagesse. Est-ce que on peut penser que être humain, ça permet tous les excès? Là est l'enjeu du monde nouveau, de l'âge d'or. Parce que l'âge d'or, s'il revient, parce qu'il a déjà été, l'humain de l'âge d'or, qu'on appelait dans l'évangile, que Pilate, le gouverneur romain,
a appelé Eche Homo. Voici l'homme. Voici le Bantou. Comment dire pour nous? Là-bas, nous moutouens. Là-bas, nous moutouens. Regardez votre homme. Voici votre homme. C'est lui le bon. L'âge d'or, c'est l'âge d'un humain libre et christique qui ne se laisse plus guider par des sensations. Allez, j'ai envie de coucher, avec X, je couche. J'ai envie de manger, je mange. Je mange un noyau de mangue, c'est sucré, c'est bon. Allez, je balance ça n'importe où. Je ne pense même pas à le creuser là pour mettre un arbre, un nouveau manguier qui nourrira les générations à venir. Comme un animal, avec juste des réflexes. Ou comme un humain qui a juste des délires dans son imagination. Qui a des pulsions agressives. Qui ne sait que parler, la rumeur, comme on dit, le Congo-ça, comme on entend les animaux qui parlent, comme des singes dans la forêt, ils ne s'arrêtent pas, ils font du bruit. L'âge d'or, c'est l'âge où l'humain, le Bantou, a un sens élevé de son corps, de son âme et de son esprit. Et je crois que le Gabon a une mission dans ça. Si Omar Bongo a créé Africa numéro 1 pour élever à partir du Gabon une fréquence universelle, c'était pas pour faire du bruit et faire quelque chose qui n'a aucun sens, sans élitisme. Et c'est peut-être parce que on n'est pas devenu ce qu'on devait devenir qu'Africa numéro 1 est tombé, parce qu'aujourd'hui on devra avoir, comme les Arabes, ils ont Al Jazeera, on devra avoir des fréquences universelles partant de l'Afrique, étant des modèles. L'humanisme occidental, que les Poumous appellent l'humanisme des magasins. On t'emmène dans le magasin colonial, on te corrompt, on t'achète. Après on te dit, renonce au principe et suis-nous dans le consumérisme, le matérialisme. Tu boites, tu te fais empoisonner par ta bière régable, tu manges du n'importe quoi, tu avales des kilos de sucre, de concentré, tu t'empoisonnes, mais tu t'en fous, ça a le goût, comme ça a le goût, tu le fais, tu meurs de maladie, tu meurs d'AVC, tu meurs de cancer, mais tu t'en fous, parce que tu suis l'humanisme occidental qui est déjà dépassé, parce que l'humanisme occidental est cette période de l'histoire occidentale pendant laquelle les Européens ont cherché à conquérir et à dominer la nature à partir du XVe siècle, je vous l'ai dit, à tout conquérir et à tout soumettre pour le bon plaisir du conquistador macho, c'est-à-dire à tout mettre au service des seuls besoins de l'homme. Si c'est l'opium, on tue tous les Chinois pour l'opium. Si c'est pour les épices, on tue tout le monde, n'importe où. L'essentiel, c'est que comme c'est bon, comme je suis humain, j'ai le droit de faire ce que je veux. La renaissance, ça doit être la préoccupation de l'homme bantou, du Gabonais, l'Africain et de l'être humain renouvelé dans l'âge d'or. Parce que la renaissance, c'est le fait de naître à nouveau. Même au prix de renoncement à ce qu'il y a de plus mauvais à nous, de plus sauvage, de plus destructeur des autres. Parce que celui qui peut naître de nouveau, c'est Dieu lui-même. Et lorsque nous prenons, est-ce que tu réalises que tu dois renaître? Est-ce que tu réalises que tu peux faire comme Jésus, tu peux faire comme Dieu, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, tu peux balayer ta vie passée, tu peux tirer les leçons de ta vie d'erreur. Il faut bien contempler la figure de Jésus le Christ ressuscité, comme le soleil égyptien de Ra ou du soleil levant qui renaît au matin après avoir traversé les nombreuses crises nocturnes. Une renaissance solaire, le Nyangou du Gabon, Sud-Gabon, sur une humanité transfigurée aux premières lueurs de l'aube. Kedi Kedi. Oui, c'est Matebour. Le matin calme s'est levé. Il y a dans l'humanisme européen de la Renaissance aussi un projet pourtant de conquête absolue de la nature, oui, mais à la façon d'une conquête sexuelle forcée,
ce qu'ils ont fait avec les gens. Par le sexe, dans tous les sens, le viol, une tendance à se diviniser eux-mêmes. Le but du macho, du conquistador, c'est de se couvrir du manteau de la science et de la technique. En tant que conquistador, macho, toreador. Et s'il faut tuer ou détruire le taureau, quand la vie devient une corrida et le monde un taureau, qu'il faut soumettre avant sa mise à mort même nucléaire, alors on donne la mort aux gens, techniquement, hein, proprement, propre, au nom du monde civilisé, par l'épée, par la hache. Il suffit de voir les jeux vidéo, d'aller regarder Netflix, les Vikings, la guillotine, la corde au cou, le feu, les canons, les fusils, la chaise électrique, les injections mortelles, les bombes, ainsi de suite. L'âge d'or, c'est le moment où l'humanité réalise, est-ce que tu réalises qu'il y a chez le conquistador armé de ses connaissances technologiques une sorte de volonté de remplacer l'absolu divin par un absolu humain, trop humain, c'est le titre d'une des œuvres majeures philosophiques de Nietzsche, un philosophe que j'aime bien, même si beaucoup ne l'aiment pas chez les croyants. L'âge d'or, c'est le moment où on réalise, ce que tu réalises, qu'il y a chez le conquistador, même s'il vient se cacher à la garde républicaine ou à l'ambassade ceci, ou au FMI, à la Banque mondiale et partout, il y a chez le conquistador armé de ses connaissances technologiques une sorte de volonté de remplacer l'absolu divin par un absolu humain, trop humain, comme dirait Nietzsche. Et ça, pour moi, c'est un des signes les plus puissants de la fin du monde. Parce que c'est un signe que nous avons oublié que des principes supérieurs nous guident en tant qu'humains. Et l'âge d'or, c'est retrouver les principes supérieurs. C'est pas juste dire l'Amérique d'abord. J'adore Trump. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. C'est pas parce que je suis celui que je suis qu'il faut que j'accepte n'importe quoi. L'âge d'or, c'est le moment où nous réalisons, est-ce que tu réalises que des principes supérieurs nous guident en tant qu'humains? Donc en 10 minutes, je vais parler de l'âge d'or. Ne soyez pas effrayés par l'âge d'or, et je sais que les services secrets américains vont suivre ma vidéo. Je dis aux Américains que l'âge d'or, ce n'est pas l'America First. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas la Russie First, ce n'est pas l'Europe First. Ça, c'est le monde d'avant qu'on est en train de dépasser. Ça, c'est le Saint-Empire germanique et romain. Ça, c'est pas un âge d'or. Donc, pour en revenir à nos cycles cosmiques, même un enfant doit pouvoir comprendre ça. Et je vais vous révéler le secret de l'âge d'or. Vous m'avez vu en Inde, vous m'avez vu partout, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait la synthèse de mes voyages. Et j'espère faire bénéficier de mes connaissances, non seulement les Bantous qui sont au Gabon et en Afrique, mais les Bantous qui sont dans le monde entier, parce que je crois non seulement dans le Gabon d'après, mais dans le monde d'après. Le monde de l'âge d'or, c'est le monde d'après. L'âge d'or du Gabon ne peut pas se réaliser avec les militaires qui sont là, avec le PDG. Il ne peut se réaliser qu'avec des gens comme, je le dis avec beaucoup de modestie, qu'avec des gens comme moi. Il y en a d'autres, mais nous devons apparaître maintenant pour être les représentants de l'âge d'or au Gabon, en zone bantou et en Afrique. Si les gens ne veulent pas le comprendre, bon, allez aux élections avec Oli Nguema, on va voir ce que ça va donner. Tant pis pour vous. Je vous le dis, il faut faire une révolution. Il faut que les militaires retournent dans les casernes. Il faut que les PDGistes rendent des comptes. Il faut la commission vérité et réconciliation. Sinon, on ne comprendra pas que tout tourne. Tout tourne. Pour en revenir au fameux cycle cosmique, l'humanité a connu 4 grandes
périodes. 4. 4 comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Comme les 4 points cardinaux. L'humanité a connu 4 âges qu'on appelle dans la spiritualité indo, bantou, benga, européenne, on appelle ça le Satya Yoga. Je ne rentre pas dans les détails. Il se trouve que ces 4 âges, on les retrouve aussi bien chez les Perses, les Iraniens, les Grecs, les Romains, à savoir, retenez bien les 4 âges là. L'âge d'or n'est pas l'invention du 47e président américain, Donald Trump. C'est ancien, il faut redécouvrir ça. On a 4 grands moments quand ça tourne, quand le cercle tourne, l'histoire tourne. On a l'âge d'or, on a l'âge d'argent, on a l'âge de bronze et on a l'âge de fer. Et en ce moment, et depuis des décennies, et singulièrement depuis les années 90 pour le Gabon, nous sommes dans ce qu'on appelle l'âge de fer. Donc laissez-moi vous expliquer maintenant ce que c'est que l'âge de fer. L'âge de fer, c'est l'âge sombre. Oh mon Dieu, dégoûtant. L'âge des ténèbres. Et comme vous l'aurez peut-être compris, nous nous trouvons là dans le temps, on appelle ça le Kali Yoga, ou âge de fer. Quand je suis allé en Indochine, au pays des Khmers, c'est là que j'ai compris ça. J'ai découvert ça. On ne vous expliquera jamais ça dans une église. L'église a ses qualités, mais n'insultez pas les autres. Les autres savent aussi. Et ce n'est pas de la franc-maçonnerie. C'est les grandes sagesses anciennes. Nous sommes en ce moment dans l'âge de fer. Nous nous trouvons donc dans la phase terminale du Kali Yoga. Le Kali Yoga, c'est l'âge du désordre. L'âge du rejet des principes supérieurs. On est dedans. Le rejet des principes supérieurs, le rejet des valeurs, le rejet des normes. Donc, pour ceux qui aiment les mathématiques, je vais dire quelque chose d'un peu compliqué. La durée de chaque yoga, chaque cycle décroît en suivant une progression arithmétique. Si on divise en portions égales les âges, l'âge d'or dure 4 portions. L'âge d'argent dure 3 portions. L'âge de bronze dure 2 portions. L'âge de fer dure 1 portion. Et boum, ça explose. C'est la fin du monde. Nous y sommes. Pourvu que ça n'explose pas comme l'Empire romain. On a violé, tué, massacré, détruit tout le monde ancien, même ce qui était bon. Ou comme maintenant, où on veut tout faire péter avec des bombes nucléaires. Des Oreshnik, des missiles à portée intermédiaire. Aujourd'hui, la Russie peut détruire tous les porte-avions américains avec les Oreshnik, avec des ogives nucléaires multi-tâches. Aujourd'hui, le monde peut se retrouver comme s'il n'avait jamais existé. Donc, l'âge de fer, c'est portion 1. L'âge de bronze, 2. L'âge d'argent, 3. L'âge d'or, c'est quand on a toutes les portions dans l'assiette. On a tout, on mange, tout le monde est tranquille, on pense, on réfléchit, on est presque des dieux. On est d'un très haut niveau tous. C'est ce que ça rappelle la chanson de Final Countdown, le compte à rebours. Et ça renvoie surtout à un nombre qu'on appelle le nombre triangulaire de Pythagore, un symbole mystique bien connu. Je ne vais pas le développer, c'est un peu compliqué. Ce que vous devez retenir, puisqu'il me reste 5 minutes, c'est qu'à la fin de l'âge de fer ou du Kali Yoga, l'humanité doit connaître l'Apocalypse. Et n'oublions pas que l'Apocalypse en grec, ça signifie révélation. À la fin du monde, à l'Apocalypse, à la révélation, c'est là que tous les mensonges du monde ancien sortent comme de la merde. Ça pue, hein. Et c'est ce que Trump essaye de faire. En fait, il a dit nous sommes l'âge d'or, non, il s'est trompé. Nous sommes à l'âge de fer, que les Indiens, que les Hindous, que les Asiatiques appellent le Kali Yoga. L'humanité connaît l'Apocalypse, la révélation. Tout ce qui est caché sort.
Et c'est après qu'il y a l'âge d'or. On va vers l'âge d'or, on espère. Mais on espère aussi que l'âge de fer ne va pas nous emmener à l'extinction. Donc, nous sommes arrivés à la fin du dogme du progrès, inventé par ces gens-là. Donc, avant, on pensait qu'il suffisait d'améliorer les conditions d'existence, améliorer les savoirs, les relations humaines, et tout, l'électricité, eau courante. Ben, si c'est bon, je reconnais que si on nous proposait de vivre dans un monde où si on n'aurait pas tout ça, on ne serait pas d'accord. Mais cette idée qu'aujourd'hui est mieux qu'hier, on sait que c'est faux. Bon, c'est vrai que c'est sur le plan matériel uniquement qu'il y a un progrès. Bon, d'accord, Louis XIV ne roulait pas en Tesla, Jules César ne connaissait pas YouTube, mais ces avantages de la modernité n'ont de sens que pour ceux qui les possèdent déjà. Ceux qui ne les possèdent pas, ben, ça n'a pas de sens. Tout comme nous, on ne possède pas les biens du futur, ça ne nous empêche pas d'aimer notre vie. Ceux qui n'ont pas connu Internet ou les téléphones portables ne souffrent pas de l'absence de ces inventions, tout comme nous ne souffrons pas de l'absence effective pour le moment de l'intelligence artificielle. Donc, on nous a vendu en tant qu'indigènes, aborigènes, que comme on n'était pas dans le progrès technique, technologique, qu'on ne connaissait pas les marchés, les livres, on était nuls. Mais les gens du Moyen-Âge ne souffraient pas de ne pas avoir de téléviseur. Les aborigènes, ceux qui étaient là avant les conquistadors de tous les continents, les gens de l'Antiquité ne souffraient pas de ne pas avoir de réfrigérateur. Ces besoins sont apparus en même temps que sont apparus les moyens de les satisfaire. Donc, il n'y avait pas de manque de ce qui n'existait pas avant. Il n'y avait pas de frustration de ne pas vivre dans la modernité. C'est logique, je crois. De même qu'aujourd'hui, nous ne souffrons pas du manque des objets qui n'ont pas encore été inventés. Voilà pourquoi il faut refuser d'appeler progrès ce qui n'est en réalité qu'une création de besoins, toujours plus de besoins, plus de marques déposées. C'est une pure illusion de l'esprit colonial et c'est ce qui a emmené l'exode rural, l'immigration sauvage. On crie contre les immigrés, contre ceux qui se déplacent, alors même que aujourd'hui, les gens, à travers la télévision, les réseaux sociaux, on vend au monde entier cette idée que le bonheur, on développe la souffrance métaphysique des gens qui voient lors d'une course de Formule 1, allez, on verse des bouteilles de champagne, on fait des films, des Netflix, on a l'impression que le progrès, c'est le progrès juste des sciences, du plaisir, or, et que la mort, c'est la fin du plaisir, d'où le phénomène d'exode rural massif vers le nord, le sud vers le nord. Même chose pour les relations humaines. Les relations se sont certes simplifiées avec la technologie et surtout les nouvelles technologies, mais se sont-elles pour autant améliorées? Rien n'est moins sûr. Sommes-nous réellement plus solidaires, plus disponibles, plus conviviaux, plus heureux? Rien n'est moins sûr. Ce que nous appelons progrès, ça peut être tout à fait le progrès que de l'individualisme chez les gens, une course vers la satisfaction des besoins primaires uniquement. Que voyons-nous malgré le trop-plein des applications et des réseaux sociaux? Le progrès de la solitude, le progrès de la misère. On est Instagrammé par-ci, TikToké, mais la misère affective est toujours là, de l'indifférence. Le progrès de la technologie, le progrès matériel, ça pourrait faire de précipiter aussi l'individualisme. Et c'est un devoir de le dire, de le renforcer. Les écouteurs dans les oreilles, un écran devant les yeux, et nous voilà seuls au monde. Moi, ça me dépasse. Évidemment, il y a des avantages à la modernité, j'en conviens. Le nier sera complètement malhonnête. Mais la question de savoir, est-ce que l'humanité y a gagné en termes de bonheur? Est-ce que le progrès matériel peut raisonnablement constituer une finalité en soi? Pour le dire simplement, n'avons-nous pas été victimes des mensonges du progrès? Et en même temps, nous pensons que ce mensonge commence à se remarquer. C'est ça la fin du monde, la fin de l'âge de fer. Rappelez-vous toujours de ceci, l'Apocalypse est une révélation au sens biblique du terme.
c'est la révélation des mensonges. Vive l'âge d'or, le Gabon en avant dans cette fréquence universelle. Merci à vous.